Alors, je pense pas qu'il y ait une filière qui soit toute tracée pour aller travailler dans le spatial. Bien sûr, les filières aérospatiales permettent quand même d'avoir des contacts dès le début, d'avoir une connaissance qui permette de commencer à différents postes dans le spatial. Il faut savoir que l'industrie du spatial est extrêmement large. Il n'y a pas une voie privilégiée. En France, les écoles d'ingénieurs permettent d'accéder, je dirais, un peu plus facilement à tout ce qui est recherche et développement dans le milieu du spatial, que ce soit chez Arianespace ou Thales, ce genre de choses. Mais il y a plein d'autres moyens. Quand je travaille aujourd'hui au centre d'entraînement des astronautes à Cologne, donc en effet, là je suis au plus proche des astronautes parce que c'est leur base. Et les collègues qui sont autour de moi, j'ai des astrophysiciens, pardon. Donc autour de moi j'ai des astrophysiciens. J'ai un de nos directeurs a une maîtrise en biologie et même plus que ça, tout ce qui est lié aux plantes. Donc il y a vraiment des parcours de vie qui sont étonnants. Et c'est ça un peu le message, c'est qu'il faut déjà faire des choses que l'on aime, bien les faire, avec toujours, je pense, si on veut vraiment aller vers le spatial, ce but au final, c'est-à-dire quand il y a des choix à faire d'orientation, de carrière et autres, bah, ça permet de prendre le choix qui permet de rapprocher un peu, même si ce n'est pas directement vers le milieu du spatial. Donc il y en a beaucoup, beaucoup de passionnés. Et là encore, pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui travaillent dans le spatial au plus près des astronautes parce que c'est là aussi, c'est la vie. Ils étaient là au bon moment, au bon endroit pour ce travail-là. Et puis petit à petit, ils ont appris à connaître ce milieu, à l'apprécier et restent à travailler avec le spatial. Mais encore une fois, il y a moyen de s'en approcher, mais il n'y a pas un chemin qui va à coup sûr vous emmener jusqu'au plus proche des astronautes. Après, c'est vrai que Terminal S, ça permet de s'orienter vers un des plus grands corps de métier qui travaillent sur le spatial, les ingénieurs, pour les lanceurs, pour les satellites, pour les expériences qui sont faites dans l'ISS par exemple, tout ça. Il y a toujours des ingénieurs qui sont derrière, mais pas que. J'ai vu passer cet appel à candidats pour la sélection d'astronautes, c'était en 2008 pour l'appel à candidats. La fin de la sélection était en 2009 en effet, et j'ai postulé. Et en fait, j'ai même pas passé la première étape. C'est-à-dire que je l'ai appris plus tard, il y a eu toute une sélection, il y a eu 8800 et quelques personnes qui ont postulé, qui ont rempli le formulaire, qui ont postulé complètement. Et la première étape, c'était trop de personnes pour que des gens physiquement fassent la sélection. Donc ça a été fait par un ordinateur pratiquement. Et du coup, j'ai pas passé cette première étape, malheureusement. Je sais pas exactement comment c'était, mais de ce que j'ai compris, il fallait avoir un certain niveau, donc un bac plus 5 dans certains domaines, parler l'anglais et tout. Et tout ce qui venait en plus, tout ce qui était intéressant pour l'Agence spatiale européenne, ça donnait des points bonus. Et à la fin, ils ont juste compté le nombre de points bonus et ils ont limité à 1000 candidats pour l'étape suivante. Et donc tous ceux qui n'avaient pas assez de points bonus, et donc je vais faire partie de ceux-là, n'ont pas été invités à l'étape suivante de la sélection d'astronautes. À l'époque, dans ma vie précédente, j'étais ingénieur qualité dans l'automobile, une société mayonnaise d'ailleurs, même si j'étais basé à côté de Saint-Malo. Et pour moi, le milieu du spatial, c'était un rêve en quelque sorte, parce que j'adorais ça depuis que j'étais adolescent, je lisais beaucoup sur Sylvie Junior, ce genre de choses, et j'avais envie de m'en rapprocher, mais j'avais aucun lien, je connaissais personne qui travaillait dans ce domaine-là, donc j'ai postulé en disant, voilà, je préfère ne pas, je veux pas avoir de regrets. Il y a aucune chance que je sois pris, donc d'une certaine façon, j'ai pas été déçu, ça a juste conforté ma première opinion. Et ça a été un peu aussi l'état d'esprit dans lequel j'ai postulé pour Mars 500. J'ai postulé en pensant, je ne serai jamais pris, il y aura plein d'autres personnes qui seront plus qualifiées que moi, ce genre de choses. Et pour Mars 500, j'avais quelques points bonus en plus,
ce qui m'a permis sans doute de passer la première étape. Et pour les autres étapes suivantes, elles se sont déroulées plus ou moins facilement, mais au final, j'ai été sélectionné, ce qui a été très gratifiant, une grande réussite, mais aussi une grande surprise. Qu'est-ce qui m'a le plus manqué? En fait, il n'y a pas une chose en particulier qui m'a manqué. En rentrant dans les modules, je savais que c'était 520 jours sans voir le soleil, sans Internet, tout ça, je le savais. Après, il y a eu des moments, c'était plus des petites périodes où j'avais très envie de quelque chose. Et ce qui m'a sans doute aidé, c'est que consciemment, dès le début de l'expérience, je m'étais dit, bon voilà, s'il y a quelque chose qui me manque, c'est pas grave, je le ferai dans 1 an et demi, en sortant des modules. Par exemple, une fois, c'était ressentir de l'eau tout autour de mon corps. Pendant 2 jours, j'avais vraiment envie de sauter dans de l'eau, dans une piscine, dans la mer, mais juste sentir de l'eau tout autour. Et donc, pendant ces 2 jours, j'ai eu cette envie et je me dis, bon, allez, quand je sors, je vais trouver une piscine à Moscou, parce que c'est là où se trouvaient nos modules, et ça va être trop bien. Et puis, après 2 jours, cette envie est passée et ça allait bien. Donc, il n'y a pas quelque chose qui était là tout le temps à me manquer pendant 1 an et demi. Après, quand on parlait de nourriture avec les autres, je me disais, un bon croissant, ce serait quand même bien. Mais bon, voilà, je me disais juste, dans 1 an et demi, j'irai chercher une meilleure croissante que de Moscou. Alors, quand je reviendrai en France, je mangerai un bon croissant et ce serait trop bien. Ouais. Et c'était trop bien. C'est beaucoup de petites choses en fait. En tant qu'ingénieur support des astronautes, mon rôle est de leur faciliter leur vie quotidienne pour qu'eux puissent se concentrer sur leur mission. Donc c'est plein de petites choses qui vont de la nourriture spatiale. Donc par exemple, ce matin, j'ai communiqué avec une société italienne qui prépare la nourriture de Luca Parmitano qui va partir l'année prochaine. C'est aussi m'occuper des familles des astronautes lorsqu'elles viennent en Russie et au Kazakhstan pour les campagnes de lancement. Donc, par exemple, là encore, ce matin, j'ai communiqué avec l'épouse de Luca Parmitano pour préparer un petit peu tout ce qui va venir dans les mois à venir. C'est beaucoup d'organisation et des petits moments où il faut être actif. Alors, lorsque Thomas Pesquet est revenu sur Terre, je faisais partie de l'équipe opérationnelle qui était sur place, donc dans les steppes du Kazakhstan, pour le récupérer. Et c'était au mois de juin, il avait plu quelques jours avant au Kazakhstan, et il y avait quelques zones humides, des espèces de petits lacs peu profonds. Donc, pendant les 2 jours qui précédaient l'atterrissage, avec toute l'équipe russe, américaine, européenne, on avait eu des différentes réunions pour se préparer à tous les cas de figure. Et j'ai eu la chance d'être dans un hélicoptère qui était un des premiers sur le site. Donc j'ai pu voir la capsule descendre dans le ciel. La capsule était toujours en l'air. Et voir l'énorme parachute au-dessus de la capsule. Et là, depuis l'hélicoptère, on voyait la capsule qui descendait vers un de ces lacs-là. Et on était tous dans l'hélicoptère en disant non, pas dans le lac. On savait ce qu'il fallait faire, mais ça aurait retardé les opérations, ça aurait amené beaucoup de complexité. Et en fait, la capsule a atterri juste à côté. Et donc ça, c'était déjà assez magique. Et ensuite, mon hélicoptère, comme je disais, a été un des premiers à atterrir. Donc je suis arrivé alors que la capsule n'était pas encore ouverte. Donc n'étant pas dans les opérations celui qui devait ouvrir, je suis resté un petit peu à distance. Et j'ai pu vraiment apprécier l'ambiance en quelque sorte. Parce qu'il faut imaginer la capsule qui vient d'arriver de l'espace, encore toute fumante, avec cette espèce de petit lac derrière, avec un soleil qui touchait un peu à la fin de la journée. Et puis Thomas qui en est sorti quelques minutes plus tard. C'est une chance de pouvoir voir ça, de pouvoir être sur place. Ça fait partie un peu des choses que l'on peut essayer de décrire avec des mots, mais qu'il est difficile de vraiment exprimer complètement. Après que j'ai pu apprécier un peu ce paysage, là il a fallu rentrer dans les opérations. Donc là, l'état d'esprit était très différent. Il y avait des tâches à accomplir, il y avait un travail à faire, mais oui, il y avait toute cette période-là
qui rendait un peu cet atterrissage je dirais magnifique. Qu'est-ce qui différencie Mars et la Lune? La distance. Je pense que c'est le point principal. C'est-à-dire que sur la Lune, il n'y a pas d'atmosphère. Et donc c'est un peu plus difficile de ce point de vue-là que Mars. Mais la Lune est à 3-4 jours de distance de la Terre avec nos technologies actuelles. Alors que Mars, c'est 8 mois. Donc s'il se passe quelque chose sur la Lune, en 3-4 jours, on est de retour sur Terre. Ou en 3-4 jours, la Terre peut envoyer de l'aide. Donc voilà, il y a quand même cet aspect de temps et le moyen d'avoir de l'aide, en fait, d'être complètement isolé ou pas. C'est quand même un peu plus facile sur la Lune de gérer une crise que sur Mars. Sur Mars, vous êtes vraiment seul. Sur la Lune, vous êtes seul, mais la Terre n'est quand même pas loin. Et les communications peuvent être plus directes. Sur Mars, c'est toujours ce délai de communication. Parce que Mars est tellement loin que les signaux radio mettent plusieurs minutes avant d'arriver. Et donc une conversation n'est pas possible. On envoie des messages et on attend un retour un peu plus tard. Alors que sur la Lune, on peut avoir une conversation. On peut poser une question, attendre la réponse, réagir, etc. Il y a plusieurs raisons. Pourquoi aller sur Mars? Je pense que la raison qui est mise en avant le plus souvent, c'est pour faire avancer nos connaissances, apprendre à répondre à des grandes questions comme d'où venons-nous? Mars, c'est quand même une planète. On sait aujourd'hui que Mars a eu un passé assez proche de celui de la Terre au tout début de la création du système solaire. Donc on peut apprendre beaucoup de la planète Mars puisque elle a été figée en quelque sorte dans le temps depuis des millions d'années. Donc il y a la partie scientifique. Il y a la partie très humaine qui est que l'être humain explore, que ce soit des plaines d'Afrique jusqu'en Asie centrale, jusqu'aux Amériques. Enfin, voilà, les humains ont tendance à avoir une frontière et à se dire qu'est-ce qu'il y a derrière cette frontière-là. Donc l'exploration, la curiosité, c'est quelque chose de très humain et je pense que c'est quelque chose qui nous pousse aussi à aller vers Mars. Et le troisième point qui est un peu plus science-fiction, mais pas forcément, pas que. C'est un point qui a été pas mal repris par des sociétés privées comme SpaceX par exemple, en disant voilà, aujourd'hui on est tous sur la Terre, qu'est-ce qui se passe si un événement catastrophique se déclenche? On n'a pas de plan B pour notre espèce humaine et Mars permettrait d'avoir un plan B. Je l'ai entendu de la part du patron de SpaceX, donc de Elon Musk, qui l'a clairement dit comme ça. Après, les autres patrons comme Jeff Bezos ou d'autres sociétés privées, je ne l'ai pas entendu dire ça directement. Mais il y a un vrai intérêt de leur part aussi pour aller vers le spatial et vers Mars, qui aujourd'hui n'est pas la frontière finale, mais qui est quand même une étape importante pour aller plus loin dans le système solaire. Mars One veut envoyer des gens sur Mars sans voyage retour de prévu, ce qui est une idée qui est reprise par d'autres personnes. Mars One me met un peu mal à l'aise parce que j'ai très envie que l'exploration martienne se fasse, que des humains aillent sur la planète Mars explorer cette planète. Par contre, leur façon de voir les choses, c'est voilà, on va faire une télé-réalité, on va vendre les droits aux télés et ça va nous permettre de financer un voyage vers la planète Mars. Et ça, je trouve pas ça très, très éthique parce que avec les technologies que l'on a actuellement, on ne peut pas vivre sur Mars sans un apport régulier de matériel ou de denrées depuis la Terre. Et là, basé sur la télé-réalité, admettons que ça fonctionne, qu'ils arrivent à avoir assez d'argent pour envoyer les gens sur Mars. À un moment, les spectateurs vont sans doute se lasser. Parce que s'ils vivent comme nous, on a vécu dans notre expérience Mars 500, c'est pas de la télé-réalité, hein, c'était plutôt ennuyeux pour les gens qui regardaient de l'extérieur, pour l'équipe qui s'assurait qu'on était en sécurité.
il se passe pas grand-chose au final. On essaye d'éviter tous les problèmes, donc on essaye d'atténuer tout ce qui pourrait exploser, tout ce qui pourrait, toutes les tensions qui pourraient créer des conflits, tout ça on essaye de les limiter au maximum. Et donc, une fois qu'il n'y a plus trop de spectateurs, comment est-ce que on envoie des choses à ces personnes qui sont parties grâce à cette société privée? Est-ce qu'on les regarde mourir à feu doux? Enfin, il y a un côté éthique qui, pour moi, est un peu, je dirais, c'est pas malsain, mais c'est dérangeant. Voilà. Après, je sais pas. Pour moi, voilà, Mars One me met mal à l'aise parce que j'aimerais vraiment que les hommes aillent vers Mars, mais pas de cette façon-là. Alors, aujourd'hui, on sait qu'il y a des milliards et des milliards d'étoiles. On sait que sur la plupart, sans doute, enfin, on imagine que sur la plupart autour de la plupart de ces étoiles, il y a des systèmes planétaires. Donc là, ça fait déjà un bon grand nombre de planètes. Donc les chances sont quand même assez élevées pour qu'il existe ce qu'on pourrait appeler de la vie. Après, est-ce que c'est une vie intelligente? Ça, on ne saurait pas dire. Est-ce que c'est une vie qui a déjà disparu ou qui n'est pas encore née? C'est très possible là aussi. Donc il y a toutes ces questions qui sont, je trouve, très intéressantes et très stimulantes, qui aujourd'hui sont encore, qui restent à poser. Et sur Mars, pourquoi pas? Ce serait, ça permettrait, si on arrive à trouver une vie sur Mars, ou en tout cas des traces de vie sur Mars, ça permettrait de dire qu'il y a de très grandes chances du coup que la vie se trouve sur beaucoup d'autres planètes ailleurs dans l'univers. Et pour un fan de science-fiction comme moi, ce serait plutôt sympa.